Et une fille qui subitement se dirait que elle devrait jouer au football, alors là c'est bon, elle est dans le bon programme. Et il faudra qu'elle le fasse comprendre à ses camarades, jusqu'à ce que, comme dans Tomboy, qu'on a montré quand même dans les écoles, on a dit que j'inventais tout ce que je disais. Mais il y a de nombreux enfants aujourd'hui, sauf à leur envoyer la police pour les empêcher de parler, qui témoigneront du fait qu'ils sont allés avec l'école voir un film qui s'appelle Tomboy. Et Tomboy, c'est la théorie du genre. Tomboy, c'est une petite fille qui, à l'occasion d'un déménagement, se fait passer pour un garçon, se met une banane ou un chiffon dans la culotte, c'est ce que je sais, et qui va tomber amoureuse d'une petite fille à qui elle fera croire qu'elle est un petit garçon et qui aura comme ça, de manière clandestine et à l'insu de sa camarade, une relation homosexuelle. Bon, voilà ce qu'on montre aux enfants à l'école, ce qui est tout à fait normal et ce qui n'est pas du tout la théorie du genre, qui continue de ne pas exister. Parce que la théorie du genre ne se limite pas, comme on voudrait nous le faire porter, à ces considérations sur l'homosexualité ou une tentative d'homosexualisation des enfants. La théorie du genre s'attaque à l'identité sexuelle de l'enfant, dans le sens que, effectivement, on peut lui parler de sexualité et d'homosexualité, ce qui, à mon avis, vient entraver encore plus le développement du gamin à un moment donné où il a besoin que les adultes lui apportent des certitudes. De bisexualité, de transsexualité, là, on atteint le comble, ce qui aurait jamais été conçu il y a à peine 10 ans. Il y a à peine 10 ans, on aurait eu cette conversation sur un plateau télé comme le vôtre. Là, c'est sûr que je finissais en camisole chimique dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, j'ai été suivie par des dizaines de milliers de familles, n'en déplaise aux tenants de la théorie du genre qui n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. On ne peut pas prétendre de manière aussi acharnée que les parents m'ont suivi parce que simplement ils auraient été manipulés par moi. Nous savons que je n'ai pas le pouvoir de manipuler qui que ce soit. Un gouvernement, oui. Des médias, oui. Je ne suis qu'un petit prof de banlieue de 55 ans qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de médias, qui n'a pas de possibilité d'exercer une quelconque autorité ou une volonté de puissance sur le peuple français. Et donc, les raisons qui ont fait qu'on m'a suivi sont des raisons qui tiennent à ce que cette théorie est effectivement mise en application et qu'il fallait que ça se sache. Et que j'ai été finalement le porte-parole d'une réalité occulte et que cette réalité occulte que j'ai portée à la lumière a trouvé effectivement la réception qui devait être la sienne, c'est-à-dire que des parents enfin sortent du déni et se décident à sauver leur gosse. Tout simplement. Tout simplement. Ils se sont rendus compte que ce que vous expliquiez n'était pas fictif, était tout à fait réel, pour qu'ils réagissent comme ça. Évidemment, parce que lorsque j'en ai parlé, les parents se sont alors retournés vers leurs enfants, et beaucoup d'entre eux ont confirmé mes dires. Tout simplement. Oui, des militants LGBT sont entrés dans la classe. Il y en a un qui disait récemment que ce type de personne était entré dans une classe d'enfants de 10 ans. Alors j'aimerais bien qu'il témoigne, mais comme on envoie la police, les gens ont peur. Et que ce militant LGBT a fait une intervention dans une classe d'élèves de 11-12 ans pour leur expliquer qu'en effet, ils n'appartenaient pas à leurs parents. Et j'ai de nombreux témoignages comme ceux-là. Moi, j'appelle les avocats à venir à mon aide pour permettre à ce que des parents puissent témoigner sur ce qui s'est passé bien avant que je lance l'action JRE dans les classes de France et de Navarre. Et on démontrera, comme c'est déjà démontré lorsqu'on est de bonne foi, que effectivement la théorie du genre a d'ores et déjà fait des dégâts dans les écoles expérimentales des 10 académies dont vous trouverez la liste sur le site du ministère. Et je le répète, parce qu'il faut le répéter, la théorie du genre n'avance pas à visage découvert. Elle avance masquée sous le nom de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre les stéréotypes qui sont la dernière invention du siècle. En 2014, Payon Belkacem et ceux qui travaillent dans les ministères viennent d'inventer une nouvelle grave maladie pour laquelle ils ont trouvé le remède. C'est l'intervention à l'école des militants du LGBT qui vont leur apprendre qu'ils sont atteints de cette maladie des stéréotypes.
complètement le monde qui marche sur la tête. On nous demande, alors voilà, il y a une question assez intéressante que j'avais vue de La Bonne Question qui demandait est-ce qu'il y avait des possibilités de mettre en place des systèmes de contre-éducation un peu. Voilà. Va-t-il y avoir un projet afin de généraliser des systèmes de contre-éducation pour essayer de rattraper les choses, quoi. Alors là, ça va être difficile parce que moi, personnellement, je fais l'école à mes enfants à la maison depuis 8 ans. Pas parce que je me suis sentie menacée par la théorie du genre. À l'époque, je ne sais pas si elle était déjà de manière aussi sournoise présente dans les programmes, mais je ne crois pas. Moi, j'ai fait quitter l'école à mes enfants à cause de l'illettrisme. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec la loi d'orientation de 1989 de Lionel Jospin, le gouvernement socialiste mettait en place des méthodes à l'intérieur des écoles pour véritablement, et là aussi on va dire que je dis n'importe quoi, mais enfin aller faire les recherches qui s'imposent, je ne suis pas là pour le démontrer tout de suite, je ne suis pas la seule à le dire, donc a mis en place cette loi d'orientation pour véritablement créer de l'illettrisme et de l'échec scolaire. Et là encore, on n'a pas mis un texte officiel avec écrit clairement qu'on allait fabriquer des illettrés et de l'échec scolaire. C'est quoi la conséquence de cette loi? C'est quoi le fondement de la loi exactement? On a dit qu'on allait mettre l'élève au centre des savoirs. Ah. Donc ça a plu à tout le monde. C'est comme on peut vouloir faire croire qu'on est avec l'ABCD de l'égalité dans un projet qui est un projet de respect, de tolérance, d'égalité, blabla, blabla, blabla. Le blabla du gouvernement, moi je l'avais déjà entendu concernant la méthode globale. Ça, on nous a blablaté beaucoup. Le résultat des courses, c'est que les parents, ne s'étant pas à l'époque mobilisés comme ils auraient dû le faire, se retrouvent maintenant avec des gamins qui, franchement, ne valent pas le premier poilu de la guerre de 14, qui, au front, écrivait à sa fiancée ou à sa mère des lettres sublimes. Aujourd'hui, on a des élèves qui ne savent pas écrire de lettres. La plus petite lettre représente une espèce de impossibilité structurelle de l'élève moyen en France. Bien. Sauf dans les établissements privilégiés où se trouvent par exemple les enfants de M. Péon. Là, on continue de délivrer un enseignement selon des normes traditionnelles. La méthode constructiviste, c'est bon pour les enfants des autres. C'est vraiment voilà. Donc, moi, c'est à cette époque que j'ai retiré mes enfants de l'école, donc à cause de la méthode globale, parce que, alors que M. Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation de l'époque, avait dit, et nous avait promis à certains parents inquiets de cette méthode globale qu'elle allait être supprimée et qu'on reviendrait à bon escient à la méthode syllabique ou plutôt alphabétique. Quand j'ai vu que la parole de M. Gilles de Robien n'avait pas été suivie des faits, je me suis dit que je n'allais pas me battre contre le mammouth à moi toute seule. Après avoir justement fait une tentative avec des parents auprès de notre école primaire de l'époque, où sur 10 parents mobilisés finalement devant la maîtresse, 9 ont baissé les bras devant elle lorsque celle-ci a menacé déjà d'appeler la police, alors que nous étions simplement des parents qui demandions de passer dans l'école de la méthode globale à la méthode syllabique. Donc je me suis retrouvée toute seule avec des parents qui ont renoncé à cause de la peur qu'elle avait déclenchée en eux, la seule à vouloir résister pour mon fils. Voyant ce paysage, je me suis dit que le mieux c'était de me barrer, quoi. J'ai pris le gamin et puis salut. Vous voulez massacrer les enfants des autres, allez-y. Je l'ai dit comme ça avant de partir, puisqu'ils le veulent. J'ai été cruelle en le disant, mais j'étais dans une douleur extrême de voir que les parents n'étaient pas capables de défendre leurs enfants. Alors, on me dit aujourd'hui que des parents, pour avoir été convoqués par l'inspection académique ou la directrice ou l'instituteur, on leur fait peur et qu'ils cèdent, qu'ils baissent pavillon. Je vais leur dire ce que j'ai dit en 2008. Non, c'était avant 2008 que j'ai déscolarisé mes enfants. Enfin, je ne sais plus, il y a 8 ans. Vous allez perdre les enfants aussi sur ce plan-là.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une atteinte à leur identité sexuelle dont vous ne soupçonnez pas à quel point elle va perturber l'identité de votre enfant au plus profond de son être. Et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que l'école qui a sécularisé pour transformer les croyants en athées, pour finalement les conduire à l'illettrisme et maintenant au LGBTisme, on va avoir effectivement une société composée d'individus qui seront ni hommes ni femmes, ni blancs ni noirs, ni riches ni pauvres, ni citadins, ni paysans, et qui seront effectivement dans une inexistence complète, parce que quand on est ni sur tous les plans, on n'existe pas, et on ne sera donc plus que des objets humains, dont on pourra avoir l'usage quand on voudra, pour ce qu'on voudra. Et je dis on, qui est un pronom indéfini qui va désigner ici ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Ça, c'est vraiment le plan à long terme. Alors, il y a justement, ça, c'est un parent responsable qui dit « Bonsoir, je dois rencontrer le directeur de ma fille la semaine prochaine. » Alors, je n'ai pas répondu, pardon, au contre-éducation, mais on y reviendra. Bah ouais, parce que ça va un peu dans le sens, parce que là, il nous dit voilà, qu'il doit rencontrer le directeur de sa fille la semaine prochaine. Il convoque tous les parents ayant fait acte de retrait de leurs enfants. Je lui prépare des arguments incontestables, mais il demandera quelques pistes sur quel discours il peut lui tenir exactement. La première chose qu'il faut tenir au directeur qui vous convoque, c'est très simple. Pouvez-vous me convoquer par écrit en notifiant dans cette convocation le motif de la convocation? Et tant que vous n'êtes pas convoqué par écrit, considérez que vous n'êtes pas convoqué du tout. Une convocation orale à l'éducation nationale n'a aucune valeur. Vous n'êtes pas convoqué si vous êtes convoqué oralement. Ça, c'est la première chose. Alors moi, je peux vous garantir, je le parie, qu'aucun d'entre eux ne vous convoquera par écrit en notifiant la raison pour laquelle ils vous ont convoqué. Tout simplement parce que c'est illégal. Voilà. On a affaire à une opération de bluff pour impressionner des gens qui ne connaissent pas leurs droits et des gens qui s'imaginent qu'ils ont affaire à une institution toute puissante sans laquelle ils ne peuvent rien et de laquelle ils dépendent totalement. Eh bien, vous avez des droits. On est en France, dans un pays qui reste un pays de droit. Et on ne peut pas convoquer en France, surtout quand on est un agent fonctionnaire de l'État, on ne peut pas convoquer un usager du service public sans faire que cette convocation soit écrite avec le motif circonstancié de cette convocation. Et dès lors que vous n'êtes pas convoqué par écrit, vous n'êtes donc pas convoqué du tout et vous n'êtes donc pas tenu de vous proposer à ce simulacre de procès de Moscou. Alors on nous dit, ça c'est Douglas Guyot, on lui passe le bonjour aussi, on lui fait la bise, il dit « Que pense Farida du soutien de Civitas ?» Est-ce qu'il vous soutient? Ah bah écoutez, il m'a surprise, agréablement surprise. Là aussi, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, avec lequel discuter, parce que c'est quelqu'un qu'on m'a présenté, moi je ne le connais pas bien, mais c'est quelqu'un qu'on m'a toujours présenté comme un affreux Jojo, mais véritablement horrible. C'est-à-dire que Alain Escada, c'est quelqu'un, lorsque on entend son portrait dressé par les autorités bien pensantes, on en a froid dans le dos. Alors lui, il a toute la liste. Je ne vais pas la refaire. Ah ouais. À lui tout seul, il est exactement tout ce que la civilisation moderne doit absolument, définitivement supprimer de la surface de la Terre. Et alors, il est en particulier un affreux raciste anti-musulman. Ouais, c'est comme ça qu'on le présente. Voilà. Et cet affreux raciste anti-musulman a été le premier à soutenir Farida Belroul, musulmane, à la tête d'une action où de nombreux musulmans, à 70%, 80%, ont participé. Et ils le savaient.
Alors là, on va lui dire quoi? Que comme Soral aussi, il veut attirer les musulmans à lui pour faire une opération politique dont on ignore tout et qu'il cache et qu'il faudrait... Moi, je suis tout à fait partie prenante pour rencontrer M. Alain Escada de Civitas et pour faire connaissance. Parce qu'il me semble aujourd'hui que toutes les personnes qui sont diabolisées au degré où il est lui-même sont des personnes qui doivent cacher de jolis secrets que le pouvoir ne veut pas qu'on connaisse. Et c'est-à-dire peut-être des perspectives de salut pour les uns et pour les autres, y compris quand on est catholique pour les musulmans et quand on est musulman, y compris pour les catholiques. Et c'est ça, ça va être des rencontres qui auront été permises par les JRE et c'est l'aspect, je dirais, le plus positif de cette action parce qu'elle prolonge justement tous les espaces qui naissent en ce moment pour la réconciliation. JRE est aussi un espace qui a cette essence au départ même, puisque moi je veux, et nous voulons, l'équipe que je représente ici, nous voulons que s'opèrent dans JRE des rencontres qui n'auraient pas pu et qui ne pourront pas s'opérer au Parti Socialiste ou au Parti Communiste ou dans la gauche. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir en face de nous des gens qui se prétendent être, qu'on a prétendu qu'ils étaient nos adversaires, voire nos tortionnaires, et j'ai envie de discuter avec mon tortionnaire. C'est une maladie à peu près aussi horrible que celle des stéréotypes. C'est un peu un bug de la matrice, le fait que des catholiques et des musulmans, parce que Vincent Peillon lui-même le dit, la laïcité est une religion. Ouais, alors ça c'est... Mais c'est un aveu intéressant, parce que moi, on m'a baratiné pendant des années, j'y ai cru, comme tout le monde, que la laïcité, c'est un espace neutre dans lequel, justement, les religions et les modes de pensée pouvaient se retrouver et cohabiter en paix à partir du moment où elles ne s'exprimaient pas dans la sphère publique. C'est comme ça que c'est présenté. C'est présenté comme ça. Payon, il est vachement génial. Le gars, il pète les plombs pour une journée de retrait d'école, mais il désigne aussi la laïcité comme une religion républicaine. Comme une religion républicaine pour mettre à bas toutes les religions révélées. À bon entendeur, salut. Voilà. Non, mais au moins, ça le mérite d'être clair. Ah oui. On n'avait pas entendu ça depuis longtemps. On l'a jamais entendu. Moi non plus, j'avais jamais entendu non plus. Ouais. C'est le premier que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Jacques Ojac, Madame Belgoul, pour en revenir à SOS Racisme? Comment se positionne Monsieur Djadja, qu'on nous présente comme le vrai initiateur de la marche des beurs par rapport à la récupération du mouvement? J'ai pu comprendre qu'il ne s'en plaint pas. Écoutez, je préfère qu'on fasse une émission spéciale sur le sujet. On en parce que tout mélanger là, on en refera je demande pardon. Non, mais il profite de votre présence. Oui, je comprends, mais si vous voulez bien, on se revoit et on en reparlera. Bien sûr, on en reparlera. Parce que je tiens beaucoup dans la période où nous nous trouvons à faire comprendre que les parents qui ont fait la JRE ont besoin de soutien. Et à ce propos, vous me parliez de M. Alain Escada, qui a soutenu la porte-parole que je suis, lynchée médiatiquement comme c'est devenu maintenant une habitude, et les parents qui ont participé à la JRE. Et je veux que, s'il m'entend, qu'il sache que je lui exprimerai ma reconnaissance très vite en désirant le rencontrer au plus tôt. Mais je veux aussi vous dire que Madame Christine Boutin est, après M. Escada, celle qui a immédiatement, rapidement, manifesté son soutien au JRE et au porte-parole que je suis des JRE. Et je l'ai vu cet après-midi, nous avons fait une photo ensemble pour bien signifier que, effectivement, le soutien de Mme Christine Boutin, ancienne ministre, ancienne candidate aux élections présidentielles et présidente du Parti chrétien-démocrate, soutient Farida Belgoul. Je le dis parce que le lynchage médiatique étant ce qu'il est, il est important de montrer que, comme on dirait dans les quartiers populaires, des gens sérieux sont avec nous, des riches, des représentants de l'institution, parce que justement, il va falloir maintenant que des représentants de l'institution nous rejoignent pour empêcher ce harcèlement qui est actuellement en œuvre par des représentants de l'institution. Il faut que des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs d'académie sauvent l'honneur de l'éducation nationale, s'il reste encore quelque chose à sauver là-dedans. Moi, je pense aujourd'hui que je fais partie de ceux rares qui sauvent l'honneur de l'éducation nationale, honneur totalement sali par les pratiques actuelles à la demande du ministre de l'Éducation nationale actuel, Vincent Peillon. Donc si mes collègues ou certains d'entre eux m'entendent et qu'ils ont le courage que j'ai
de venir, à mes côtés ou pas d'ailleurs, vous pouvez, à partir de l'endroit où vous vous trouvez, sans me rejoindre, prendre position pour nous dire ce que vous pensez des méthodes qui sont mises en œuvre aujourd'hui pour harceler de manière à les intimider les familles et les enfants qui ont participé au JRE d'une part, et ce que vous dites de la fameuse problématique de la rumeur, la nation française vous en sera gré. Alors, il y a une question, on nous dit, Madame Belcou, vous ne pouvez pas demander aux gens de retirer leurs enfants alors que vous-même, vos enfants ne sont pas scolarisés à l'extérieur. Tous ne sont pas capables de faire l'école à la maison. C'est à mon point de désaccord avec vous dans tout ça. Quid des enfants, quid de la pédagogie du boycott? C'est MAF qui nous dit ça. Mais moi, dans les JRE, je ne propose pas de déscolariser les enfants. Ce n'est pas du tout une action de déscolarisation, c'est une opération de retrait d'une journée par mois pour être cohérent avec ce que nous pensons. C'est-à-dire que lorsque vous pensez que la théorie du genre est à l'école et qu'elle est d'ores et déjà en train de nuire à nos enfants et que cette nuisance va être généralisée à la rentrée prochaine et qu'elle sera dans les textes officiels, ça va être la loi. Ça va être une loi. Vous avez le choix entre faire, je ne sais pas, je ne veux rien entendre, le déni, ce qui est catastrophique, et qui vous rend complice de cette politique. Vous avez la possibilité d'aller faire des manifestations dans la rue dont on a vu qu'elles ne servaient à rien et que le pouvoir en place sait parfaitement gérer. Ou vous avez alors l'obligation d'être cohérent, d'être cohérente, parce que vous ne pouvez pas d'un côté manifester le samedi ou le dimanche et le lundi livrer votre enfant à l'institution qui met en œuvre ce type de politique scolaire. Donc il y a bien un moment, il faut déterminer des actions qui soient cohérentes avec l'analyse que vous faites de la situation et qui envoient de ce fait, de par la cohérence de l'action que vous mettez en œuvre, un message fort au pouvoir. La preuve. Ça les a fait trembler. Ça les a fait trembler et ça va continuer de le faire parce que je vous garantis qu'on va continuer, sauf évidemment si on m'écrase avec une voiture malencontreusement dans la rue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la JRE n'est pas du tout une opération de déscolarisation. Il n'y a que 3000 familles en France, je crois, si je ne m'abuse, qui font l'école à la maison. Pour le reste, tout le monde va à l'école et la JRE a conscience de ce qu'il n'est pas possible pour l'instant d'envisager sur le grand nombre une politique de déscolarisation définitive, c'est même pas mon objectif. Moi, si la théorie du genre sort des programmes scolaires, je prends ma retraite. Vous voyez, je ne vais pas continuer comme ça, me casser la voix et à ne plus voir mes propres enfants parce que je suis partie dans un combat pour défendre tous les enfants. Et d'ailleurs, à un moment donné, si je ne suis pas suivie, entre les sacrifices que je forme aujourd'hui, notamment en n'étant plus quasiment avec mes enfants pour sauver tous les enfants, si les parents ne suivent pas, mais je suis convaincue qu'on va gagner là-dessus, ben je laisserai tomber et je ferai ce que j'ai fait il y a 8 ans, je prendrai les miens sous mes ailes de poule. Et puis, je dirai aux autres parents, eh bien, que Dieu vous assiste. Parce que là, franchement, vous allez entrer dans une époque où vous allez porter une responsabilité considérable sur les prochains traumatismes dont vos enfants vont être victimes. Et traumatismes qui pourront, dans de nombreux cas, être parfaitement indélébiles et qui ne pourront pas être réparés parallèlement à la vie scolaire, c'est-à-dire le soir à la maison ou les week-ends. Vous n'aurez jamais le temps de réparer les dégâts de la journée. Pour la bonne raison que nos enfants sont à l'école beaucoup plus longtemps qu'ils ne sont avec nous. Donc il y a une question de temps, de pouvoir aussi. L'école a aux yeux des enfants une importance considérable et constitue pour eux une référence supérieure maintenant à celle de leurs parents. Et c'est bien la raison pour laquelle je milite dans le cadre des JRE pour dire stop à cela. Nous voulons retrouver le ministère de l'Instruction publique de façon à restaurer l'autorité des parents dans la maison où vivent les enfants et qu'une collaboration à ce moment-là puisse sainement s'établir entre la famille et l'école, mais en respectant les prérogatives de chacun. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale abuse au point même que lorsque
nous affirmons par une journée de retrait que nos enfants sont nos enfants, ils nous envoient la police. C'est ça la réponse, quoi. Alors on nous demande aussi, alors il y a pas mal de questions, voilà, il y a une personne qui s'appelle Benjamin, qui est une trans. Et mais qu'est-ce que vous pensez donc des personnes trans? Mais je n'en pense rien. Je suis désolée, je n'en pense rien. Le problème n'est pas ce que je pense des trans, des bisexuels ou des homosexuels. C'est pas du tout la motivation qui m'anime. Ce qui m'anime est très simple. On n'hypersexualise pas les programmes scolaires. Dans leur version hétéro, qui est un mot que je déteste parce qu'ils ont inventé pour nous mettre à égalité avec les homos, mais disons qu'on n'hypersexualise pas les programmes scolaires. Dans leur version hétéro, homo, bi ou trans, il y a des choses qui ne concernent pas les enfants. Je suis désolée de vous le réapprendre. Il va bien falloir que beaucoup d'adultes aujourd'hui, et notamment dans des gens qui se prétendent progressistes, de gauche, merveilleusement tolérants, que les enfants ne supportent pas qu'on porte atteinte à leur pudeur. Et des discours sur la sexualité à outrance, comme c'est prévu et comme c'est appliqué en ce moment dans l'éducation nationale, portent atteinte à la pudeur des enfants. Point barre. Je ne vais pas lancer dans le cadre des JRE, ce n'est pas mon objectif, un débat sur la sexualité, l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité. Je m'en tape, pour parler vulgairement. Ce n'est pas le but des JRE. Je ne suis pas dans le cadre des JRE en train de lancer un débat national sur les différentes modalités sexuelles qui existent chez les humains. Vous voyez, c'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de sauver les enfants et d'appeler les parents à le faire parce qu'ils sont les seuls qui peuvent réellement le faire. Pour la bonne raison que ce sont leurs enfants. Vous voyez ? Payon, lui, se préoccupe de ses enfants d'une façon qui n'est pas la même, que celle qu'il préconise à l'intérieur de l'école. Pour la bonne raison que ce sont ses enfants. Et je l'en félicite. Je crois savoir qu'il élève très bien ses enfants dans sa tradition et qu'ils réussissent parfaitement dans la vie, qu'ils le devront à leur père et que Payon père est un bon père, que Payon ministre nous laisse la même opportunité, c'est-à-dire d'être de bonne mère et de bon père. Et être bon père et bonne mère, c'est la question que je veux poser à cette personne qui m'interroge sur sa transsexualité. Est-ce que être bon père et bonne mère est un crime, un délit qui mérite l'apparition de la police? Voilà, c'est tout. Moi, après, le débat sur la transsexualité, on peut l'avoir dans un café, gentiment, elle et moi. En tant que mère de famille, je lui dirai ce que j'en pense, mais c'est pas le sujet des JRE. Alors, on nous dit aussi, alors ça c'est Nourou, Madame Belgoul, ci-dessus le texte exact du mot écrit dans le carnet de liaison de mon fils. Madame, Monsieur, conformément aux instructions du ministre, je souhaite vous rencontrer suite à la journée de retrait. Je suis disponible, etc., etc. Bien. Alors ça, c'est intéressant, c'est écrit. Donc, conformément aux consignes du ministre, alors là, il faut, aux instructions du ministre, donc là, il faut aller au tribunal administratif. Donc ça, c'est marqué dans le carnet de liaison. Voilà, voilà, madame, il faut que vous m'écriviez JRE 2014 hotmail.fr en me signifiant que vous m'avez interpellé lors de l'émission de Méta TV sur un motif écrit dans le carnet de liaison, si j'ai bien compris, et qui se réfère à des instructions ministérielles et du ministre en personne. Donc là, je pense qu'un avocat peut effectivement étudier le dossier. Parce que vous n'avez commis, madame, aucun crime. Vous savez que nous avons des possibilités légales de garder nos enfants près de nous. J'en suis la preuve vivante. Moi, je les garde tous les jours de la semaine depuis 8 ans. Donc, vous les avez retirés une fois dans le cadre d'une action démocratique, légale et pacifique pour poser la question du gender et de son introduction à l'école. Vous n'avez insulté personne, calomnié personne, diffamé personne et tué personne. Donc le ministre n'a pas à vous convoquer de cette façon-là. Ah oui, c'est vraiment de l'injonction, quoi. Alors on nous dit, voilà, ça c'est hypothèse. Bonsoir Madame Belgoul, le Conseil français du culte musulman aux ordres du gouvernement vous a désavoué.
au contraire de nombreux parents musulmans, chrétiens ou même athées qui vous ont suivi. Pourriez-vous donner des noms de leaders musulmans intègres qui vous soutiennent publiquement à l'instar d'Allah Escada du côté chrétien? Alors un leader musulman qui me soutient de manière très nette, nous avons dû discuter non pas du fond et de la forme des JRE, mais de ce qui lui semblait être une allégeance justement à égalité et réconciliation. Donc c'est de ça dont on a discuté. Eh bien, l'affaire ayant été résolue entre lui et moi de manière, comme il le dit, très fraternelle, aujourd'hui, Nabil El Nasri du Conseil des musulmans de France, ou du Comité des musulmans de France, je ne connais pas très bien ce sigle, soutient les JRE et défend Farida Belgoul de l'accusation abominable d'extrême droite qu'on porte à son égard. D'accord. Alors là, il y a Rogelio qui nous dit, oui, il y a un sujet, voilà. Rogelio, il faudrait que je retrouve, voilà. Bonsoir Topa et Farida. Farida, sache que je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais te parler d'une autre affaire qui tue nos enfants en allant à l'école. Les écoles ne sont pas aux normes au niveau pollution intérieure, l'État le sait, la DAS le sait, renseignez-vous sur les MCS. Ma fille en est victime, on se bat avec 3000 familles en France qui ne reconnaissent pas cette maladie qui crée des cancers à long terme. Oui, c'est peut-être vrai, je ne connais pas ce dossier. Je demande pardon aussi à cette personne et à ces 3000 personnes qui luttent pour ne pas pouvoir en être le porte-parole ici ni ailleurs, parce que je ne dois pas me disperser. Peut-être que vous l'accepterez dit comme ça, même si ça peut vous paraître douloureux. Je suis concentrée sur cette histoire de la théorie du genre à l'école, de la façon dont elle est introduite de manière pernicieuse et sournoise et qu'elle s'impose aux enfants, je dirais comme d'habitude avec le sourire, alors qu'il s'agit de les détruire, ces gosses-là finalement, au bout du compte. Et je ne peux pas me distraire sur un autre sujet, même si je pense en effet que ce dont vous parlez est tout à fait possible. Parce que là, c'est très grave aussi. Grave, donc là, il faut que vous essayiez de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une action qui trouve un écho chez les parents de manière à ce que effectivement la mobilisation s'effectue. Mais vous vous rendez compte, hein, on est dans une situation de fou quand même. Tout ressort, c'est tout. Parce que là, voilà, ça veut dire que là, on va découvrir ce que les enfants mangent, dans quoi ils dorment dans les écoles, quelle est la composition des murs, la teneur des programmes en dehors même de la question de la théorie du genre, les méthodes mises en œuvre pour justement faire d'eux, la plupart du temps, des ânes battés, incapables de lire et d'écrire correctement. Enfin, le bilan de l'école publique en 2014, sous l'égide de Payon, et ça a commencé sous le règne de M. Châtel, est absolument catastrophique. Et ça remontera probablement jusqu'aux années Jospin, voire même peut-être encore avant. Alors on nous dit comment faire valoir le droit à la liberté de conscience, le droit de conscience religieuse aussi comme recours aux pressions pour ne pas accepter cette propagande. C'est un droit qui est utilisé pour refuser les vaccins, les transmissions sanguines aussi pour certaines religions, le retrait de l'école de salut. Est-ce qu'on pourrait invoquer un droit comme ça? C'est possible ça pour ces personnes? Un droit religieux en fait? Non, puisqu'on est dans une république laïque. Bah oui, c'est surtout... Donc il n'y aura pas ce type de droit, mais par contre je pense qu'il faut reprendre le contrôle de vos vies, tout le monde, il faut reprendre le contrôle de vos vies, reprendre le contrôle des vies, de nos vies, c'est effectivement reprendre le contrôle de l'éducation de nos enfants qui nous revient en premier lieu et en dernière instance. Personne n'a le droit, en vérité, d'après même la Déclaration des droits de l'homme, moi je ne suis pas une subversive du tout, je veux dire que c'est la Déclaration des droits de l'homme qui accorde aux parents l'éducation des enfants. Et il y a eu une dérive qui s'est opérée depuis la renomination du ministère de l'Instruction publique en ministère de l'Éducation nationale, qui nous a conduit aujourd'hui à ces intrusions dans la sexualité des enfants comme étant une source d'élaboration de séquences scolaires, ce qui est complètement délirant. C'est complètement délirant. Ouais. Donc, je crois qu'il faut effectivement qu'on envisage de réfléchir à l'instruction en famille, mais aussi à la création d'écoles qui soient hors contrat, puisque toutes les écoles privées sous contrat se retrouvent aussi avec
la présence de cette théorie D'accord. masquée dans les programmes. Dans les écoles privées, parce qu'on nous a posé la question aussi, ça. Voilà. Est-ce que ça s'imposait dans les écoles privées aussi? Alors, tout dépend si elles sont sous contrat ou pas. Si elles ne sont pas sous contrat, votre enfant est sauvé le temps de sa scolarité. Mais si ce sont des écoles privées sous contrat, ce qui est la plupart du temps le cas, puisque c'est celles qui sont abordables par le plus grand nombre, eh bien non, elles sont soumises aux mêmes impératifs et aux mêmes consignes du ministère. Donc même dans une école catholique, ils vont aller enseigner? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont l'enseigner dans les écoles catholiques sous contrat. Et on va se retrouver avec des catholiques qui se sentiront prisonniers et qui n'oseront pas eux aussi faire la vérité sur ce qui est enseigné dans les classes.